Est-ce que vous vous dites que les combats, c'est la partie la moins intéressante des JDR? Que les combats sont ennuyeux aussi bien pour les MJ que pour les joueurs, et que vous avez l'impression d'avoir un combat qui ressemble à Pokémon sur Game Boy. Bref, qu'il faudrait en mettre moins, voire ne pas en mettre du tout. Si la réponse est oui, alors vous êtes au bon endroit. Et si je vous disais qu'il était possible de faire des scènes de combat dignes des plus grands films d'action? Que vous allez pouvoir faire jouer des scènes de combat intenses, même si vos joueurs n'affrontent qu'un simple rat dans des égouts. Pour cela, pas besoin d'être un expert en baston ou d'avoir lu L'Art de la guerre de Sun Tzu. Je vais vous expliquer au travers de la web-série Aventure comment avoir des combats dignes de ce nom. Salutations héroïstes, bienvenue sur Virtual MJ, la chaîne où j'aide les maîtres du jeu à jouer des parties de jeux de rôle virtuels épiques. Ton adversaire, qui tient sous le bras gauche cette jeune adolescente. Évidemment. Il te regarde avec un petit sourire mauvais et un regard rieur. Chacun son bouclier, Paladin. Aventure est un let's play de jeu de rôle proposé par le joueur du grenier. On y suit l'aventure de 4 héros interprétés par Fred et Seb de la chaîne Le Joueur du Grenier, ainsi que Bob Lennon et Crane. Le tout dirigé par l'excellent maître du jeu, Maillard. Avant d'essayer de comprendre pourquoi Aventure a une très bonne recette pour orchestrer des combats palpitants, il faut essayer de comprendre pourquoi certains jeux de rôle virtuels sont tout simplement ennuyeux. La plupart des combats se déroulent sur une battle map et respectent un nombre de règles préétablies, comme l'ordre dans lequel les joueurs et les ennemis vont jouer, de combien de cases les personnages vont pouvoir se déplacer, la quantité d'actions qu'ils peuvent effectuer à chacun de leur tour, et d'autres règles spécifiques aux classes et aux combats. On voit de plus en plus de parties basées sur ces mécaniques, et à force d'en rajouter encore et encore, on se retrouve à jouer à un jeu de société de combat tactique plutôt qu'à un jeu de rôle, à la manière d'un Zombicide ou un Descent. Dans un jeu de société, on exclut tout ce qui est roleplay pour ne garder que l'essentiel, les mécaniques de jeu. Alors, je dis pas que c'est nul en soi, certains joueurs adorent les combats tactiques. Ce que je veux dire par là, c'est que pour d'autres joueurs, ça les intéresse pas de faire des combats purement stratégiques. Et en tant que maître du jeu, on n'arrive pas toujours à sortir de ces codes établis pour satisfaire les joueurs. Le deuxième point, c'est la répétition. Ce sont les combats où on répète toujours les mêmes actions. Que l'ennemi soit un humain, un gobelin ou un dragon, on se contente d'enchaîner une série d'attaques et d'esquives jusqu'à ce que le combat se termine. C'est comme jouer à un RPG avec attaquer comme seul bouton. Troisième point, c'est la lenteur. Un vrai combat, c'est rapide, nerveux, dynamique et imprévisible. Et en partie de JDR virtuel, c'est tout l'inverse. Il n'y a plus cette interaction dynamique entre les joueurs. Ils passent plusieurs minutes à attendre leur tour et regardent leurs compagnons lancer des dés. Et pour peu qu'il y ait beaucoup d'ennemis à faire agir, un joueur peut parfois attendre jusque 10 minutes avant de pouvoir interagir à nouveau. Un tour de jeu, selon les JDR, c'est entre 6 et 10 secondes. Bon, dans mes exemples, je vais garder 6 secondes, ce sera beaucoup plus facile. Je vois trop souvent cette erreur. C'est de croire qu'un tour de 6 secondes ne concerne qu'un seul personnage. Le plus souvent, les maîtres du jeu demandent à un joueur ce qu'il veut faire comme action, et il décrit une action qui va durer environ 6 secondes, comme bouger de 6 mètres et attaquer un ennemi de façon à lui faire un balayage. Le maître du jeu applique directement les conséquences des actions avant de passer au joueur suivant. Ce qui fait que quand c'est au tour du joueur suivant, il se retrouve dans un setup où 6 secondes du combat se sont déjà écoulées. Donc il se retrouve avec un adversaire qui a déjà été frappé et potentiellement à terre. Ce qui signifie que s'il y a 10 personnages à faire agir, le dernier a vu 9 personnages agir avant lui. C'est comme s'il était resté 54 secondes à regarder les autres se taper dessus. 6 secondes par tour signifie que les 10 personnages vont agir en simultané durant ces 6 secondes. Et ça, les maîtres du jeu ont tendance à trop souvent l'oublier. Le dernier point, c'est l'enjeu des combats. Les combats sont parfois vides de sens. Des loups rencontrés dans la forêt ou alors des brigands sur un chemin. Des combats vus et revus qui sont juste là pour meubler.
Alors, même si on peut pas affronter des dragons à tous les coins de rue, un combat qui est là pour meubler, c'est quand même vachement ennuyeux, car il n'apporte rien au scénario. Il ne fait pas avancer l'histoire, et il n'a pas de conséquences réelles pour les joueurs. Dans Aventure, on n'a pas l'impression qu'on est dans un jeu de société. Même s'ils n'affrontent qu'une simple araignée dans la forêt, les combats sont là pour tisser l'intrigue du scénario. Les scènes sont décrites avec beaucoup de détails et les actions s'appuient sur cette description pour un combat fluide et dynamique. Et les scènes ne sont pas coupées du reste du scénario, un petit peu à la manière d'un Pokémon ou des vieux Final Fantasy, mais sont vraiment la continuité du scénario. Donc vous l'avez compris, ce qui fait qu'Aventure est aussi passionnant en termes de combat, c'est le roleplay. On ne peut malheureusement pas satisfaire tous les joueurs, mais on peut très bien mélanger tactique et roleplay. Maintenant qu'on a compris pourquoi certains combats dans les JDR sont ennuyeux, je vais vous partager 7 conseils pour ajouter du roleplay dans vos combats et les rendre beaucoup plus intéressants. Interprétez le résultat des dés. Plutôt que de dire « l'attaque touche, jette-moi tes dégâts ». Demandez à vos joueurs de lancer les dés de dégâts en même temps que leur jet normal et interprétez le résultat. Décrivez comment l'attaque touche ou non l'adversaire et ce que l'adversaire ressent. Est-ce qu'il est blessé? Est-ce qu'il est peut-être frustré d'avoir été touché? Il y a peut-être de l'inquiétude qui se dessine sur son visage, ou au contraire, son orgueil a peut-être été touché, il a plutôt tendance à provoquer le joueur. Tu cristallises donc ton énergie, tu décoches ta flèche qui vient se briser contre sa chitine, il se tourne vers toi, il s'apprête à bondir avec les crochets en avant. Donc utilisez votre imagination pour donner vie au combat comme vous donneriez vie aux autres scènes du scénario. Ne mettez plus le combat en mode on-off. Quand on commence une scène de combat, le plus souvent, on demande aux joueurs de lancer les dés pour l'initiative, on place les monstres et les tokens sur la carte, on détermine le turn order, et puis le combat commence. On quitte un peu le mode aventure où chacun agit librement et peut faire preuve de roleplay pour arriver dans un mode combat. On dirait qu'on met le jeu en pause à la manière d'un Dragon Age pour passer à un système de jeu au tour par tour. Même si c'est utile de faire du tour par tour pour que les joueurs jouent de façon équitable, ne montrez pas le turn order à vos joueurs. Dans un vrai combat, on ne sait pas quand un ennemi va intervenir et ça rajoute de l'immersion. Plutôt que de dire à vos joueurs que le combat va commencer, faites-leur ressentir. Décrivez un ennemi qui est sur ses gardes et prêt à attaquer. Et s'ils comprennent pas que le combat va commencer, attaquez-les. Bon, gentiment. Le monde des jeux de rôle regorge de dangers, et si vos joueurs ne sont pas prêts à les affronter, ils risquent pas de rester en vie bien longtemps. Toujours dans ce deuxième conseil, ne mettez plus de quadrillage sur vos battle maps. Ça rappelle beaucoup trop les plateaux de jeux de société. À la base, ils sont utilisés pour pouvoir situer des tokens correctement. Mais maintenant, avec les virtual tabletop, on n'en a plus besoin. Pour mesurer la distance entre deux tokens, on a un outil règle qui est super bien adapté. Ça laisse plus de liberté dans les placements et ça permet aux joueurs de décrire comment ils veulent se situer par rapport aux monstres. Troisième conseil, donnez vie aux ennemis. Le plus souvent, on joue des ennemis idiots, voire carrément stupides, comme si une maladie dégénérative des nerfs les transformait en zombies super équipés. En gros, ils tapent bêtement avec leurs armes et se laissent taper dessus. Les ennemis peuvent aussi avoir des sentiments, tenir les uns aux autres. Si l'un d'eux est blessé, un de ses camarades peut venir l'aider et s'interposer. Ou alors, s'il est grièvement blessé, il peut traîner son camarade à l'abri pour le soigner. Plutôt que de frapper bêtement avec leurs armes, ils peuvent également utiliser le décor. Ils peuvent déstabiliser un joueur, l'empoigner, le plaquer contre un mur, voire le désarmer. D'ailleurs, je vous encourage à utiliser les décors, de faire tomber une armoire quand un ennemi veut mettre de la distance avec un joueur, par exemple pour s'échapper. Vous pouvez également faire qu'un adversaire se cache derrière un arbre pour recharger une arbalète. Les ennemis ont aussi un instinct de survie. Même si certains ont une très forte envie d'aller au Valhalla et de mourir comme des guerriers, d'autres vont aller se mettre à l'abri s'ils sont fortement blessés et qu'ils ne sont pas acculés par les joueurs. N'hésitez pas à laisser quelques ennemis au sol ou appuyer contre un mur,
la main maculée de sang sur la plaie, et laissez vos joueurs décider s'ils vont plutôt l'achever ou le laisser agoniser dans la douleur. Quatrième conseil, ajoutez du rythme. Enchaînez les actions de façon soutenue et donnez une impression d'urgence, d'adrénaline du combat. Demandez à un joueur de décrire son action et de lancer ses dés. Passez ensuite tout de suite au joueur suivant et demandez-lui ce qu'il veut faire. Même si un ennemi doit s'intercaler entre les deux joueurs, c'est pas grave. Le temps que le premier joueur effectue ses dés, le deuxième peut déjà décrire. Ensuite, décrivez les conséquences des actions dans l'ordre en incluant les ennemis. Si une action n'est plus possible parce qu'un joueur est tombé par terre, c'est pas grave. Dites-lui simplement que l'action qu'il avait décrite n'est plus possible et demandez-lui de refaire une autre action. Bon, à savoir que certaines choses peuvent se passer en parallèle. Un joueur peut vouloir tirer une flèche alors qu'un ennemi va le plaquer au sol. La flèche peut partir et l'ennemi peut le plaquer au sol la seconde d'après. N'oubliez pas qu'un tour ça dure 6 secondes et donc il y a pas mal de choses qui peuvent se passer en parallèle. Donnez un but à vos combats. Évitez de mettre des combats pour dire de mettre des combats. Mettez-en seulement s'ils desservent l'histoire. Pas besoin de mettre des brigands sur toutes les routes, sauf si ceux-ci ont été engagés pour embusquer les héros, ce qui va leur donner un esprit de vengeance et accroître la haine qu'ils ont envers le protagoniste. Si vous voulez tout de même mettre un combat pour meubler, donnez autre chose comme but aux joueurs que de simplement taper du monstre parce qu'ils sont pas beaux et vilains. Le but d'un combat n'a pas besoin d'être complexe ou épique. Une simple provocation en traitant l'un des joueurs de rond comme un tonneau fera largement l'affaire. Et prenons maintenant le cas des loups qui attaquent dans la forêt. Et si les loups attaquaient plutôt une femme et ses 2 enfants qui auraient traversé la forêt en toute imprudence? Dans ce cas-là, les joueurs ne se battent pas pour se battre et pour leur survie, mais pour sauver la vie de quelqu'un d'autre. Et ça fait toute la différence. Faites-leur ressentir que s'ils n'arrivent pas à terrasser les monstres rapidement, il va se passer quelque chose de grave. Autre chose que simplement de les blesser ou voire même de les tuer. Quelque chose qui va impacter leur environnement ou leur quête. 6e conseil, scriptez vos combats à l'avance. Un combat, ça a un début et une fin qui peut se terminer de différentes manières. Mais entre les deux, il peut se passer tout un tas de choses. Un tremblement de terre, un mur qui s'effondre, ou un mage qui rate un sort et qui gèle le sol dans un rayon de 10 mètres. Pas forcément besoin que ces événements soient épiques, mais qu'ils changent un peu la monotonie du combat et qu'ils donnent une difficulté supplémentaire et différente aux joueurs. Si ce sont des combats importants, prévoyez des phases distinctes, un petit peu comme dans les jeux vidéo. Je vais prendre un exemple. Au lieu d'affronter des soldats comme on le ferait dans n'importe quel jeu de rôle, vous pouvez créer une première phase où les soldats se mettent dans une position de défense avec leur bouclier, pendant que les lanciers ou les archers sont derrière eux en train de canarder les joueurs. Les PJ vont devoir adopter une stratégie de combat pour casser la défense adverse, avant d'arriver dans une deuxième phase de mêlée traditionnelle où tout le monde se tape dessus. Et si c'est un combat de fin de campagne ou de boss, vous pouvez carrément faire 3 ou 4 phases. À vous d'être imaginatif. Dernier conseil, c'est d'encourager vos joueurs à faire du roleplay pendant les phases de combat. Donnez-leur un dé d'avantage ou un dé bonus si jamais leur action est relativement roleplay. Ça les incitera à prendre plus d'initiative et qui sait, à faire des actions épiques ou légendaires. Vous savez à présent comment rendre vos combats beaucoup plus intéressants pour vos joueurs et pour vous. N'oubliez pas que dans jeu de rôle, il y a rôle. Et que si on retire le roleplay, on se retrouve à jouer à un simple jeu de société. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir mes dernières vidéos. Je vous dis à bientôt. Salut!